Là, c'est de la comparution immédiate, donc tout est concentré directement. En 4 heures, on voit toutes les grandes règles du procès, entre guillemets, bien sûr. Du coup, voilà les comparations immédiates. Donc je vais faire une définition bien théorique, bien court comme on aime. C'est une procédure du coup par laquelle il y a un prévenu qui est convoqué. Donc déjà là, je vais m'arrêter. Un prévenu, en fait, en tribunal correctionnel, on appelle ça un prévenu, et en cour d'assises, on appelle ça un accusé. C'est juste différent. Donc je sais pas si vous connaissez un peu la différence entre le tribunal correctionnel et la cour d'assises. Je sais pas si vous savez un petit peu. Le tribunal correctionnel, c'est pour tous les jeux, c'est pour toutes les jugements qui vont être. C'est des peines qui ne dépassent pas 10 ans d'emprisonnement. Ok. Une fois qu'on dépasse plus de 10 ans, c'est la cour d'assises. Crime, viol, tout ce qui est aggravé, etc. Ça passe sur la cour d'assises. Du coup, l'objectif de la comparution immédiate, c'est vraiment d'aboutir à un jugement rapide pour des infractions qui semblent simples et évidentes. Okay, la procédure, elle s'applique uniquement aux délits passibles d'une peine minimale de 2 ans, 2 ans de prison, bien sûr, ou 6 mois en cas de flagrant délit. Donc, je sais pas si vous connaissez, ça c'est vraiment de la procédure typique qu'on voit pas en L1. Est-ce que vous savez la différence entre la flagrance et la non-flagrance? Donc, petit exemple typique, il y a une voiture de police qui se balade dans les rues en termes de contrôle. Elle voit quelqu'un qui se fait voler son sac. La police l'arrête, arrête la personne. On est en flagrant délit. Donc là, on l'arrête et ça part. On ouvre un dossier au commissariat. Les policiers vont ouvrir un dossier de flagrance. Okay. Maintenant, imaginons un exemple. Il y a une personne qui s'est fait voler son sac. Elle va au commissariat. Les policiers n'étaient pas là. On ouvre le dossier de on ouvre un dossier de flagrance. Sauf que le dossier de flagrance, il reste un certain temps. Au bout de, je vais vérifier, mais c'est 15 jours. Le dossier se ferme et on entre en non flagrance parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Du coup, on rentre en non flagrance. Et là, c'est une nouvelle procédure qui s'ouvre. Et donc voilà, c'est pour ça que je disais que c'est une peine minimale de 2 ans prison ou 6 mois en cas de flagrant délit. Ok. Et du coup, il y a une peine maximale de 10 ans, comme je l'ai dit, tribunal correctionnel assez classique. Du coup, on exclut les crimes qui relèvent de la compétence de la cour d'assises, comme je l'ai dit aussi. Toutefois, il y a certains faits qui peuvent être requalifiés en délit pour être jugés en comparution immédiate. Par exemple, les viols et les vols aggravés, par exemple. Ça, c'est assez rare. Vous allez le voir en pénal sûrement l'année prochaine en L2. Des fois il est plus judicieux, mais à prendre avec des pincettes, il est plus judicieux que en cour d'assises. Par exemple, pour des viols, il faut des preuves très puissantes, des preuves très fiables, et si on les a pas, on sait que la fin du jugement, elle va aboutir à rien, entre guillemets, parce qu'on n'a pas assez de preuves. Du coup, c'est un problème pour la victime. Du coup, on va décider de requalifier, on appelle ça la correctionnalisation, c'est un terme assez procédure également, où en gros, on va dire que le viol, il va être requalifié pour ensuite aller en cour correctionnelle pour infliger une peine de 10 ans. Où là, on est pratiquement sûr que le prévenu, du coup, aura une peine entre 6, 7, 8 et 10 ans, grand maximum. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, bien que la comparution immédiate, elle permette une résolution rapide des affaires, les mêmes règles et les garanties de procédure pénale sont maintenues. Le prévenu a la possibilité de refuser d'être jugé le jour, même s'il souhaite de préparer davantage sa défense. Dans ce cas, le tribunal il décide de la remise en liberté ou le maintien en détention du prévenu jusqu'à la date de l'audience du renvoi. Donc voilà, comme l'a dit Paul tout à l'heure, vous allez voir que dans toutes les procédures, il y a des règles à respecter qui sont générales à tous. Le droit à la défense, le procès équitable, le principe du contradictoire, c'est vraiment des règles de procédure typiques, un peu chiantes, mais il faut les savoir. Si on veut faire du pénal, il faut les savoir, c'est un peu la base si on veut devenir avocat ou magistrat. En fait, les règles de procédure, c'est vraiment une grande importance parce qu'on peut gagner un procès juste en connaissant hyper bien la procédure. Genre, c'est vraiment quelque chose de très déterminant pour gagner un procès. Parce que comme je l'ai dit, à travers les procédures, on peut faire valoir plein de droits fondamentaux qui sont garantis par exemple par la CEDH, etc. Donc c'est vraiment très important la procédure, mais vous avez le temps pour vous pencher vers ça. Nous on le voit que maintenant, en 3e année. Ouais, pour vous dire. Du coup, la procédure, je vais continuer sur ça. Du coup, on a une garde à vue. Donc, comme je l'ai dit, la comparution immédiate, tout commence par une garde à vue. Donc, les policiers, les OPJ, généralement, ils arrêtent quelqu'un, garde à vue, ils le placent en garde à vue, ils l'auditionnent, etc. Donc, ça, c'est un point classique. À la suite de ça, le procureur, il procède à l'interrogatoire de l'individu présumé responsable de l'infraction. Il lui communique les actes qui lui sont imputés et lui signifie sa convocation devant le tribunal correctionnel pour la comparution immédiate.
Le prévenu, il est maintenu en détention dans une cellule jusqu'à l'heure prévue pour son apparition devant le tribunal, qui est programmée pour la même journée. Okay, donc souvent, ça va très vite, une comparution immédiate. C'est vraiment le but, justement, c'est qu'on a la garde à vue qui se passe. Par exemple, à 13h, les policiers ont fait l'affaire, c'est assez simple, on a toutes les preuves, 18h. À 17h, ils appellent le procureur pour dire que on a tel élément, qu'est-ce qu'on fait? Le procureur, il dit bon, voilà, on va en comparution immédiate. Donc on lui dit c'est fait, puis demain, il est déféré au tribunal et il est jugé. Donc en même pas 2 jours, on peut être jugé, quoi. Ça va vraiment vite et c'est d'ailleurs assez spectaculaire. Souvent les prévenus, ils sont les mises en cause, ils sont un peu sous le choc, quoi. C'est très rapide pour le coup, pour l'avoir déjà vu en stage, c'est assez dingue. Du coup, la procédure, elle se déroule d'une manière orale et publique, comme Paul l'a dit. Au cours de l'audience, le président du tribunal commence par interroger le prévenu, ensuite les témoins et, le cas échéant, les experts. Les experts, c'est assez rare pour le coup. On verra plus ça sur des cours d'assises. Ensuite, la parole, elle est accordée dans l'ordre suivant. Il y a vraiment un ordre suivant. Moi, je pensais au départ qu'au tribunal, tout le monde parlait, pas tout le monde parlait comme il voulait, mais il y avait, voilà quoi, c'était un peu, tac, tu parles. Non, en fait, vraiment, il y a un ordre hyper précis à respecter. D'abord, on a la victime ou son avocat, donc la partie civile généralement. Puis au procureur de la République qui va énoncer les faits, les arguments, la peine, etc. Et enfin, c'est le prévenu à l'aide de son avocat pour qu'il puisse s'exprimer et présenter leurs arguments. Et on finit par le verdict du tribunal qui est rendu à la clôture des débats. Et les sanctions peuvent inclure des peines de prison, des amendes ou d'autres formes de sanctions alternatives. Forme alternative, c'est que on pense tous, quand on dit prison, on pense tous à des peines vraiment prison ferme, etc. Donc peine de prison ferme, peine de prison en sursis, c'est possible, mais il peut y avoir d'autres peines alternatives comme interdiction d'aller sur les violences conjugales, c'est possible qu'on en voit tout à l'heure. Vous avez interdiction d'aller à tel territoire parce que sa femme elle habite là-bas, ou des mesures d'intérêt général. Ça dépend en fonction du juge, c'est lui, il a une disponibilité d'infraction et de sanctions plutôt, et c'est lui qui choisit. Souvent on fait ça parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans les prisons, du coup on va donner par exemple des travaux d'intérêt généraux, etc. pour avoir moins de personnes dans les prisons et qu'ils fassent quand même une peine contraignante, quoi. Voilà, donc à la suite de ça, une fois que le tribunal il est rendu, une fois que le jugement est rendu, toutes les parties impliquées, elles ont la possibilité de faire appel en déposant une déclaration en greffe au tribunal qui a rendu la décision contestée dans un délai de 10 jours. Donc imaginons le prévenu, il a été condamné, ok, voilà, ça se passe comme ça. Son avocat il dit ok, on va faire appel. Le prévenu veut faire appel, ça marche. C'est-à-dire que je sais pas si vous savez ce que ça veut dire quand on fait appel. Ok, c'est-à-dire que il est mécontent de la décision et il veut un nouveau jugement pour avoir une diminution de peine, par exemple. À la suite de ça, il y a un délai. Du coup, il y a 10 jours pour faire appel. L'avocat, il a 10 jours pour dire « Ok, non, moi, je vais contester, on fait appel ». Si on dépasse ce délai de 10 jours, c'est plus possible. Donc, vraiment, les règles de procédure comme ça, les délais, c'est hyper important à savoir. Du coup, là, je vais revenir sur les acteurs au procès. Du coup, les juges sont c'est des magistrats qui rendent la justice, ça c'est une définition assez classique. Ils tranchent les conflits et jugent les personnes poursuivies devant eux après avoir entendu toutes les parties. On a ensuite le procureur, donc c'est également des magistrats dont le rôle, lui, c'est de représenter la société dans un premier temps et de défendre ses intérêts devant la justice. Ils interviennent tout au long de la procédure, de l'enquête de police à l'exécution de la peine. À l'issue de l'audience, ils proposent une peine ou une décision. On y vient le prévenu, comme je vous ai dit, prévenu c'est l'auteur présumé d'infraction faisant objet de poursuite judiciaire pour un délit devant le tribunal correctionnel. On en vient ensuite les avocats. Les avocats, ils défendent les intérêts des justiciables, victimes ou suspects, ça dépend. On peut être partie civile ou justement ou à la partie du prévenu. Ils conseillent, ils assistent et représentent devant le tribunal et plaident en leur cause. Okay. On a du coup d'autres personnes, le greffier. Est-ce que vous savez ce que c'est le greffier ? Ouais, ok, ça c'est cool. Du coup, ceux qui préparent les dossiers, les audiences, les décisions des magistrats, on les voit toujours. Il y a un sens au tribunal. On arrive directement à savoir qui est qui et où, ça c'est assez cool. Et on a la victime, donc la victime, partie civile, comme j'ai dit aussi, elle peut être présente au procès et être présentée par un avocat. Elle ne demande pas de peine, mais des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Par exemple, en cas de vol, préjudice d'angoisse, on peut demander un préjudice d'angoisse ou un préjudice de stress pour le cas occasionné, et on peut octroyer dommages et intérêts. C'est assez classique. Ouais. Par exemple, pour les Dis-moi, t'inquiète. les intérêts. Ouais. Par exemple, j'ai subi du stress, mais je demande de l'argent. Ça va être pour me payer un psychologue, ça va pas être de l'argent qui va rentrer. Non, ça peut être sous plusieurs formes, mais dommages et intérêts, c'est vraiment un prix qui est restitué. De base, c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que
tu demandes un prix, donc ouais, voilà, j'ai subi un stress, maintenant j'ose plus sortir dehors, voilà, je me suis fait agresser, etc. Ok, l'avocat dit ça, il dit ok, donc moi je demande 1 000 euros, ce qui en vrai de base c'est assez, on demande toujours une peine élevée pour ensuite redescendre, c'est toujours ça le principe dans ce cas-là. Et le juge il dit ok, moi je juge juste que là le préjudice d'angoisse il vaut pour 300, 400 euros, et du coup il donne 300, 400 euros, puis à la suite de ça tu peux l'utiliser pour aller voir un psychologue par exemple. Tu vois. Dans ma poche. En fait. Oui. Je pense qu'on peut dire que les dommages d'intérêt, ça remplace le psy. Parce que vu que tu as de l'argent, ça ira mieux. C'est un peu ça. C'est un peu la mentalité des tribunaux. Ok, du coup, la procédure de la comparution immédiate. Nalis, est-ce que tu peux mettre le schéma du tribunal comme ça, c'est plus facile pour comprendre déjà. Vous voyez peut-être pas. Du coup, là, ça se présente comme ça. Vous allez voir directement, et c'est souvent la même chose au tribunal correctionnel, parce qu'il y a la comparution immédiate et là les jugements classiques. Ça se présente toujours de cette même manière. On aura le procureur de la République juste à gauche, le président, les assesseurs. Pourquoi il y a des assesseurs? C'est pour un peu l'impartialité. C'est une règle vraiment de procédure aussi, l'impartialité. C'est-à-dire que le président, il peut pas lui seul décider un jugement, c'est pas impartial. Du coup, il y a 2 assesseurs qui sont là, puis à la fin, ils se réunissent et ils disent bon, voilà, le président, moi je pars sur ça. Et l'assesseur, soit ils suivent, soit ils parlent. Donc c'est vraiment une négociation qui rentre avec les 3. Le greffier, comme je vous ai dit, l'avocat de la défense, partie civile, avocat de la partie civile, toujours du même côté. Et là, il y aura une sorte de petite cage, box du prévenu, c'est vraiment comme ça qu'on appelle, qui est escortée par 2 policiers. Et du coup, voilà, ça c'est bien à savoir, même pour la culture générale, c'est assez cool. Et donc là, je vais revenir du coup sur les droits de la défense. Du coup, les droits de la défense englobent les droits accordés à toute personne impliquée dans une procédure pénale. Je vais vous citer les principaux, à vrai dire. Il y a la présomption d'innocence. Ça, c'est assez classique. On les voit dans les films, esprit criminel, murder, et j'en passe. C'est vraiment quelque chose de classique. Du coup, chaque personne impliquée dans une affaire pénale est considérée comme innocente tant que la justice n'a pas prononcé une déclaration de culpabilité. Ça, vous allez voir, c'est quelque chose vraiment de crucial, que ce soit en L2, en L3, même dans vos masters. Si vous faites dans ça la présomption d'innocence, c'est quelque chose que les personnes qui sont pas en droit ont parfois tendance à oublier que la présomption d'innocence, elle est là. Mais voilà, faut le savoir, surtout pour vous. Le droit à un procès équitable et public, ça c'est ce que Paul disait en quelques mots. Du coup, c'est chaque individu a le droit à ce que son cas soit entendu de manière équitable et en public par un tribunal compétent, indépendant et impartial, et ce cas dans un délai raisonnable. Et du coup, je vais citer les autres. Le droit à l'essence à un avocat, ça franchement, je donne pas de définition parce que c'est assez classique. Le droit de garder le silence, prévenu. Ça, c'est le prévenu, donc que ce soit en garde à vue. Il y a... Quand on arrête la personne, les policiers, par exemple, c'est une règle classique, ils doivent notifier les droits. Les droits à garder de silence, ensuite les droits à un médecin, appel à la famille, etc. Il y a plusieurs droits comme ça et il faut les savoir. Et ça peut jouer en la défaveur du coup de la partie civile, parce qu'imaginez les policiers, ils notifient pas ses droits en disant garder le silence, il oublie. L'avocat du prévenu, il peut dire que vice de procédure parce qu'on n'a pas notifié mes droits et le dossier il tombe et le prévenu il repart sans rien. Okay. Donc vraiment les règles c'est vraiment hyper important. On n'a pas moi j'avais pas encore l'idée que c'était hyper important, mais vraiment les règles de procédure c'est limite le plus important dans un procès. Et du coup voilà, on a fait toute la généralité. Je vais revenir peut-être sur des petits détails. Du coup sur la comparution immédiate, la flagrance et leur flagrance, ça je vous l'ai dit. Vous avez des questions à ce stade ou pas? Non. Okay. Il n'y a pas que la réunion. Ok. Donc le proc, ça c'est aussi classique. Le proc, ouais. Ok, petit tips. Du coup, comment ça se passe? Comme je l'ai dit, la personne, le prévenu est en garde à vue. Il est déféré au tribunal pour un entretien avec le proc. À la suite de ça, comme je vous ai dit, du coup, il y a la comparution immédiate qui se passe. Imaginez que l'audience, elle ne peut pas avoir lieu du fait, il y a trop de monde, etc., trop de jugements à faire. Le procureur, il peut décider de renvoyer à une date ultérieure. Et du coup, il va saisir un autre juge qui s'appelle le JLD, juge des libertés. Oula, j'ai un trou. Le JLD, juge des libertés et la détention, c'est bon, je l'ai. Et la détention qui peut décider de lui prendre une mesure, par exemple, je le mets en détention provisoire en attendant que l'audience a lieu. Donc ça aussi, c'est un petit tips à savoir. Mais voilà, je crois qu'on a tout dit personnellement sur les comparaisons immédiates.
Le mieux c'est de voir en pratique, donc c'est pour ça qu'on va pas tarder à y aller, sinon on n'aura plus de place. Je sais pas si Paul t'as d'autres choses à dire. Non, moi c'est bon. Je regarde si on a à dire. Voilà, le déferment, c'est quoi? Le déferment, c'est le transfert de la personne mise en cause du commissariat ou de la gendarmerie vers le palais de justice pour un entretien avec le procureur de la République ou le juge d'instruction. Le prévenu, il est assisté d'un avocat, comme je vous l'ai dit, qui consulte le dossier. Avant l'audience, l'avocat, il s'entretient avec son client avant le passage devant le tribunal de façon confidentielle pour lui exprimer le déroulement de l'audience, les faits qui lui sont reprochés et la peine encourue en cas de condamnation. Il prépare sa défense de son client. Les informations contenues dans le dossier lui permettront par la suite de conseiller au mieux ce dernier selon la stratégie de défense choisie. Et donc voilà, ce que vous allez voir en comparaison immédiate, c'est que des fois, les avocats, ils savent pas qui est le prévenu. Genre, ils découvrent le jour même, 2 heures avant, qui est le prévenu. Ils ont genre 4-5 heures pour préparer la défense. Et ça, c'est dingue. C'est vraiment l'art pour moi d'un avocat, c'est vraiment pire que la procédure. C'est que là, ils arrivent, ils ouvrent le dossier, ils ont 4-5 heures, voire 6 pour préparer la défense. Et donc, des fois, vous allez voir, moi, ça m'est déjà arrivé d'être au tribunal en comparution immédiate, voir. Et il y avait un avocat qui m'a demandé si j'étais le prévenu, quoi, si j'étais un témoin, etc. En mode, excusez-moi, mais vraiment au premier degré, en me disant, vous êtes un ami de la famille, vous êtes un témoin. Non, je suis juste là pour regarder. Donc, c'est vraiment particulier. Et sur ce, je crois que je terminerai par là.